Voilà, donc on avait intitulé ça dans une discussion, donc sachant que normalement votre thème de l'année était l'espace, on avait intitulé ça avant l'été, comme on dit, quel espace et quelle circulation pour chacun sur notre planète. Effectivement, cette question, cette thématique est devenue encore plus prégnante, ou en tout cas encore plus visible et encore plus médiatisée ces dernières semaines. Quand je préparais cette intervention il y a quelques semaines, on parlait, enfin il y a quelques jours, mais les choses vont vite, de la Biélorussie et de la Pologne, de l'Éthiopie, parce qu'en Éthiopie il y a des mouvements de population énormes. On parlait comment dire, des phrases de Monsieur Zemmour, et puis ces jours-ci encore, ce matin, on parlait de la Manche, de la frontière entre la France et la Grande-Bretagne, des derniers décès dans la Manche. Mais en fait, bon, même si on en a beaucoup reparlé ces temps-ci, cette thématique, en tout cas pour ce qui concerne les migrants, est permanente depuis plusieurs années. Alors je ne suis pas un spécialiste pour la traiter. Je suis un très ancien président du groupe local de la CIMAD. Si vous voulez être plus au fait de ce qui se passe à la CIMAD, vous savez que c'est actuellement le festival Migrants Scène et qu'il y a des expositions, d'ailleurs à la Halle des Douves, et puis des conférences. Je ne suis pas très compétent juridiquement, je dis ça en regardant Jean-Pierre Boucharin, et donc je n'ai pas non plus vraiment de réponse, de compétences juridiques là-dessus. Et comme pasteur et théologien, je ne suis vraiment pas exégète du domaine pour en faire une lecture théologique tout à fait sûre. Et puis, si je ne suis pas vraiment compétent, je suis en plus envahi d'une perplexité grandissante devant la situation. La perplexité devant, je dirais, l'obligation morale d'une aide aux individus et puis les questions posées par les politiques des États. Une perplexité entre le rapport entre les principes des droits humains ou évangéliques et puis les pratiques des États dits démocratiques. Et puis aussi une perplexité devant le durcissement idéologique fondé sur les émotions, notamment fondé sur la peur, et cette difficulté à faire aujourd'hui appel, je ne sais pas comment dire, au raisonnement ou à la raison. Et puis sans doute il faudrait approcher cette question avec une profondeur historique, mais là non plus j'en ai pas les connaissances. Quand on parle de circulation sur la planète, je me souviens des grands voyages de Marco Polo, on a lu ça, le dévisement du monde, ou même celui des frères Plater, dont le roi Ladurie se fait l'écho, qui ont traversé l'Europe, Suisses protestants, en plein temps de tensions religieuses, mais qui avaient pu circuler dans toute l'Europe. Mais je me souviens aussi, et voilà, il y a des choses comme ça, des octrois qui existaient partout pour les marchandises, des protestants interdits de sortir du royaume de France en 1685, donc interdits de circuler, du livret que devaient présenter les ouvriers jusqu'encore au Second Empire pour circuler en France, et du livret des gens du voyage qui a existé jusqu'en 2017. Alors comment traiter le sujet? En pensant sans doute d'abord en priorité à la question des migrants, mais en la situant peut-être plus largement en rapport avec d'autres types de circulation humaine, matérielle, voire dématérialisée. Alors d'abord en rappelant les principes et les droits qui sont supposés régir cette question aujourd'hui et leur mise en œuvre effective. Mais aussi, ça sera le deuxième point, en rappelant les récits et les règles bibliques qui peuvent questionner et qui peuvent influer sur notre positionnement ou notre non-positionnement aujourd'hui. Enfin, en revenant sur un certain nombre de réalités de la circulation des humains sur notre planète. Alors, les droits humains et leur mise en pratique. Je pourrais parler d'une vision et des droits. D'abord, une vision, enfin en tout cas, une approche. Aujourd'hui, il me semble que l'approche partagée que nous pouvons avoir, c'est que nous sommes sur une seule planète dont la respiration se joue des frontières. Dont la respiration se joue des frontières, on pourrait dire aussi dont les virus se jouent des frontières. Dont nous sommes collectivement responsables.
je ne dis pas collectivement propriétaires, mais collectivement responsables, ou plutôt habitants, participants provisoires, bénéficiaires temporaires avec d'autres de cette planète. Et peut-être faut-il insister là-dessus, sans mérite particulier d'être né sur telle ou telle partie de cette planète. Donc avec, d'une certaine manière, des droits égaux à y vivre, à en tirer des moyens de vivre, à hériter aussi de ce que nos prédécesseurs en ont retiré ou en ont exploité. Et avec cette vision, d'une certaine manière, il y a des droits qui existent, qui ont été affirmés par la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, dans son article 13, qui a deux parties. La première partie, c'est toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un État. Et la deuxième partie, c'est le deuxième sous-paragraphe, toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays. Une formulation qui voulait mettre un terme aux obstacles juridiques, administratifs, politiques, militaires, économiques dans l'immédiat après-guerre, obstacles à la circulation des hommes. Et vous savez qu'il y a eu des obstacles à cette circulation des hommes avec la guerre froide, les boat people, d'autres vues. Mais c'est aussi une formulation qui, dit Stéphane Hessel, quand il commente, lui qui a participé, je crois, comme assistant de René Cassin à la rédaction de cette déclaration universelle des droits de l'homme, qui laissait entrevoir à ce moment-là l'objectif d'une citoyenneté mondiale où l'homme serait partout chez lui, par-delà toutes les frontières. Et on entend d'ailleurs quand on parle de circulation qu'on doit aussi parler d'installation et de résidence plus ou moins longue ou plus ou moins définitive. Qu'est-ce que cela a donné en pratique, en réalité? Oui, très vite, je l'ai dit, la circulation a été réglementée par des passeports, par des quotas, par des visas, le mur de Berlin, les boat people qui ont dû s'échapper. Et puis, alors pour ce qui nous concerne, nous, plus précisément, nous, Europe, nous, France dans l'Europe, la Convention de Schengen de 90 qui suivait les accords de Schengen de 85 avec, donc en Europe, une liberté de circulation, mais dans un espace défini, l'espace Schengen, une liberté de circulation, mais une fermeture aux frontières. Je rappelle l'article 3 du traité de l'Union européenne qui dit dans son paragraphe 2, l'Union offre à ses citoyens un espace de liberté, de sécurité, de justice, sans frontières intérieures, au sein duquel est assurée la libre circulation des personnes. C'est, comme vous lisez le traité, tout de suite après, alors il y a le paragraphe 3 qui dit l'Union établit un marché intérieur. Donc il y a les personnes et il y a tout de suite les marchandises. Alors il faut dire qu'il y avait quand même au paragraphe 1, l'Union a pour but de promouvoir la paix, ses valeurs et le bien-être de ses peuples. Et dans ces valeurs, d'ailleurs, elle souligne la liberté, la dignité humaine et le respect des minorités. Et puis ensuite, donc, ce qui nous tient, c'est aussi donc ce qu'on appelle le règlement de Dublin. Donc le règlement de Dublin, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, j'en vois quelques-uns qui froncent les sourcils, donc je vais expliquer. Donc le Dublin 2, il y a eu le Dublin 1, Dublin 2, Dublin 3. En tout cas, le principe du règlement de Dublin, c'est que un étranger qui est rentré, un migrant qui est rentré dans l'espace Schengen, donc par un pays, doit voir sa situation et sa régularisation faite dans le pays où il est entré. Et donc, s'il vient demander une régularisation dans un autre pays, par exemple s'il est passé par la Suisse, non, la Suisse elle est entourée d'autres pays. S'ils sont passés par l'Espagne ou par l'Italie et qu'ils ont été donc tamponnés, maintenant c'est contrôlé avec des trucs numériques très précis, il faut qu'ils demandent de leur régularisation en Italie ou en Espagne. Et donc les polices françaises, par exemple, qui arrêtent quelqu'un à la frontière italienne, peuvent le renvoyer en Italie, voilà. Ou quelqu'un qui est arrêté en France, mais dont on découvre qu'il est arrivé
par un autre pays peut être renvoyé dans cet autre pays. Et donc voilà, quels sont les effets pratiques de ces règles? C'est un renforcement d'un dispositif policier et militaire aux frontières. Et donc là, on a vu qu'il y a eu en même temps donc, de la police et de l'armée à la frontière polonaise. Ça a produit un durcissement des textes législatifs pour l'accès et le séjour des réfugiés et des migrants. Vous savez qu'il y a eu 16 lois en France successives depuis 1980 en France, et tous les 2 ans, depuis 15 ans, on a changé les règles, on a durci les règles pour obtenir un titre de séjour, pour obtenir un titre de séjour de regroupement familial, pour obtenir un titre de séjour pour visiter sa famille. Qu'est-ce que cela a eu comme autre effet? Une pression sur les pays voisins pour qu'ils contrôlent les personnes en amont. Une externalisation des contrôles, en général avec des contreparties financières. Il y a des accords commerciaux ou des aides au développement qui sont maintenant, pour un certain nombre de pays, conditionnés par leur propension à retenir les migrants chez eux. Il y a des pressions pour qu'ils acceptent des accords de réadmission de leurs nationaux qu'on renverrait chez eux. Et puis il y a des arrangements informels qui fait qu'on donne de l'argent à la Turquie ou à la Libye pour que les gouvernements ou les États retiennent les migrants dans leurs frontières. Et d'ailleurs, vous avez bien compris récemment que la France est payée par la Grande-Bretagne pour exercer le contrôle avant sa frontière. Ce sont les accords du Touquet qui datent de 2003, qui avaient été signés par Chirac et par Blair et qui ont été renouvelés tous ces temps-ci. Donc l'Angleterre nous donne de l'argent pour que nous augmentions la taille des grillages autour du terminal de Calais, que nous y rajoutions des barbelés, que nous augmentions la police à la frontière, tout ça pour qu'il n'ait pas à traiter les demandes d'asile des personnes qui veulent rejoindre l'Angleterre et qui ne veulent pas d'ailleurs rester en France. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne donc effectivement des personnes qui meurent dans le désert quand elles viennent d'Afrique subsaharienne, qui sont maltraitées et détenues dans des camps en Libye ou ailleurs. Ça donne des personnes qui meurent en mer, dont les camps sont détruits à Calais ou à Grande-Synthe, et qui sont finalement soumises à des réseaux de passeurs qui prospèrent sur les bornes et les barrières que nous mettons. Puisque en fait, s'il y a... J'entendais récemment le responsable du Secours catholique à Calais, qui travaille avec les migrants, qui disait en gros, quand on pouvait passer en se glissant dans un camion, il n'y avait pas de passeur. Le passage était gratuit. Maintenant, il faut payer pour que des passeurs amènent des bateaux pneumatiques depuis Allemagne ou ailleurs et se fassent de l'argent sur le dos de ces malheureux. Donc des personnes qui meurent ou qui sont soumises à des passeurs, mais aussi l'impossibilité pour beaucoup de personnes en provenance d'Asie ou d'Afrique d'obtenir un visa, sauf piston, sauf corruption des agents consulaires parfois. On a eu des échos là-dessus, ou sauf filière. Et donc, pour un certain nombre de personnes, en tout cas ceux qui pourraient bénéficier d'un statut de réfugié, l'impossibilité de faire valoir leur droit au statut de réfugié selon les pays où ils sont entrés, et parfois selon impossibilité de faire valoir leur droit de réfugié dans les pays où ils voudraient rejoindre leur famille ou les communautés qui pourraient les accueillir. Tout ça manifeste aussi ce que j'appelle des oublis et des contradictions. Une contradiction entre donc, la libre circulation des marchandises et des flux financiers et les entraves à la libre circulation des personnes. Vous savez, les capitaux se déplacent de plus en plus librement, les marchandises sont de plus en plus affranchies des barrières douanières, les services sont de plus indépendants des territoires nationaux. Vous le savez quand vous recevez des coups de téléphone d'ailleurs pour vous proposer un service d'ici. Vous savez que moi j'ai été effaré du chiffre quand j'ai trouvé que chaque jour, il y a 7000 milliards de dollars de transactions financières qui sont réalisées chaque jour.
D'ailleurs, bon, qui montre bien que quelquefois les transactions financières sont complètement artificielles, puisque ça voudrait dire que, je sais pas, nous échangeons 1000 $, chaque habitant échangerait 1000 $ chaque jour sur un marché financier, un vrai délire. Donc, finalement, voilà, s'il n'y a pas contradiction entre cette volonté de faire librement circuler les marchandises et les flux financiers et de ne pas le faire pour les personnes? Il y a aussi une contradiction entre la liberté de circulation, entre les libertés de circulation inégales, entre le tourisme, des riches et l'interdiction pour les autochtones des pays où nous allons en vacances d'entrer librement chez eux. Il suffit quelquefois d'une carte d'identité pour aller dans des pays où nous allons passer nos vacances au soleil, et alors que ceux qui en viennent euh, ont besoin de visas et ne les obtiennent pas. Et peut-être historiquement l'oubli aussi du temps où les populations des nations industrialisées, en surnombre ou non, cherchaient fortune dans le Nouveau Monde ou dans les colonies sans trop se soucier de ce que pensaient les autochtones. Et puis peut-être on peut aussi parler des déplacements obligatoires des populations quand la conquête de l'Ouest américain a poussé la mise en réserve d'un certain nombre de personnes, ou l'esclavage, pour en parler rapidement. Voilà donc des principes, une vision et des principes, et puis une réalité bien différente et qui peut apparaître contradictoire avec ces principes. Alors je voudrais faire une deuxième partie sur les récits et les règles bibliques. Les pasteurs, il faut bien qu'ils fassent montre de leur petite connaissance biblique. Alors dans l'Ancien Testament, comment parler de la circulation, de l'espace, de la mobilité? D'abord, dans l'Ancien Testament, il y a une origine unique sur une planète unique destinée à être cultivée parce qu'elle offre de l'abondance. Il y a même quand même peut-être deux origines uniques de la population planétaire, puisque vous savez qu'il y a d'abord Adam et Ève, donc nos ancêtres mythiques communs, mais il y a aussi Noé et sa famille, une fois que la première expérience n'a pas été très réussie. Donc origine unique, mais quand même, alors je ne sais pas comment il faut dire, différenciation, séparation territoriale, dispersion. Le récit de la Genèse, de Genèse 10, après l'histoire de Noé, fait une description de la répartition des enfants et des petits-enfants et des arrière-petits-enfants de Noé sur le territoire. Alors le territoire connu autour à un moment, mais sur un territoire. Donc une dispersion, et puis il y a la dispersion de Babel. Donc une origine unique, mais des différenciations, et puis alors des histoires de, comment dirais-je, de circulants migrants qui précèdent toute installation. Des migrations d'ailleurs volontaires ou forcées. Donc alors, si on dit ça comme ça, Adam et Ève obligés de quitter l'Éden, Abraham appelé à sortir de chez lui, alors plutôt volontairement, Isaac chez Abimélec en difficulté et obligé d'inventer un certain nombre d'histoires sur sa femme pour qu'on ne la lui pique pas, Jacob qui fuit chez son oncle Laban, Joseph alors, je dirais, obligé de fuir ses frères et sœurs, ses frères tortionnaires, assassins, en Égypte, puis tout le peuple hébreu en Égypte pour cause de famine, de dérèglement climatique. Moïse, réfugié chez son beau-père Jéthro, qui dit je suis devenu un étranger en terre étrangère, ça c'est dans Exode chapitre 2, 22, puis tout le peuple hébreu en Exode. Alors effectivement, une installation à Canaan qui ressemble, finalement, est-ce que dans la Bible il n'y a pas un grand remplacement là? Finalement, le peuple hébreu qui s'installe au détriment des personnes présentes. Encore que, donc dans le livre du Lévitique au chapitre 25 au verset 23, une parole du Seigneur qui dit « Une terre ne pourra jamais être vendue de manière définitive car la terre m'appartient, à moi le Seigneur, et vous serez comme des étrangers ou des hôtes résidant dans mon pays. » Et
puis, bien sûr, vous connaissez tous ces commandements qui demandent de ne pas exploiter l'immigré, l'orphelin et la veuve, en particulier dans Jérémie, au chapitre 7, au verset 6. Donc une installation en Canaan qui pourrait ressembler à un grand emplacement pour utiliser le vocabulaire actuel, mais aussi une désinstallation, moi je dirais presque réussie en Mésopotamie et une Égypte, qui élargit la vision du monde des Israélites, qui leur permet de découvrir d'autres cultures et de s'y frotter et de s'y enrichir dans tous les sens du terme. Mais dans le Nouveau Testament, alors qu'est-ce qui se passe en termes de circulation et d'espace? Alors évidemment, il y a déjà, il ne faut pas l'oublier, Jésus en réfugié politique avec ses parents en Égypte. Mais surtout, et ça, peut-être qu'on ne le perçoit pas assez quand on lit les évangiles, et moi je ne suis pas capable d'une interprétation très fine, mais Jésus circule dans les évangiles. Il y a une géographie de la circulation de Jésus. On n'y fait pas toujours attention, mais il va en Décapole, il va en Judée, il va en Samarie, il va en Galilée. C'est souvent significatif. Et donc ça n'est pas simplement l'homme d'un pays, mais quelqu'un qui doit circuler, d'abord quelquefois pour fuir des menaces, mais aussi pour rencontrer ceux qu'il veut rencontrer. Et puis il y a les relations entre Jésus et les étrangers, avec des échanges qui modifient des vies, celles des étrangers et celles de Jésus, la Samaritaine, les Syrophéniciennes, le centurion. Tous ces étrangers sont associés au salut, et ils sont aussi, dans les évangiles, le signe d'une pratique juste. Vous savez, Matthieu 25, j'étais étranger et vous m'avez accueilli. Et en fait, chez Paul, alors après la Pentecôte, qui est la Pentecôte, c'est quoi? C'est le retour à l'unité, mais le retour à l'unité dans la diversité. Chez Paul, il y a véritablement alors un universalisme du salut, un dépassement des idées culturelles et cultuelles, avec l'horizon d'un royaume, d'une création qui serait en attente d'accomplissement. Dans les Éphésiens, on dit, vous, les non-juifs, vous n'êtes plus étrangers, mais concitoyens, des membres du peuple de Dieu. Il y a véritablement l'idée, là, à un moment, d'une citoyenneté possible de tous les humains. Mais peut-être faut-il quand même entendre que dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, il y a d'autres dimensions pour la relation avec l'espace et avec les étrangers. Il y a dans l'Ancien Testament des textes d'exclusion des étrangers, d'exclusion des relations avec les étrangers, avec la volonté de reconquérir un territoire dans les textes d'Esdras. Encore faut-il dire que c'est sous une domination plus ou moins forte d'empires voisins. Mais quand il y a ces textes, on pourrait dire de fermeture, il y a en même temps, on doit lire en même temps des textes d'ouverture aux autres, comme par exemple à la même époque le texte du livre de Ruth, qui parle finalement d'une étrangère devenue membre du peuple de l'Alliance. Et puis dans le Nouveau Testament, si tous les peuples sont attendus à Jérusalem, à la fin, quand on lit attentivement, il y en a quand même quelques-uns qui n'auront pas leur place. Alors ce n'est pas parce qu'ils ne font partie de tel ou tel peuple, mais c'est parce qu'ils seraient immoraux. Donc il y a toujours finalement un classement dans l'humanité qui a l'air de rester dans les textes bibliques. Voilà, alors ces grands, on pourrait dire ces grands principes et la réalité, la manière dont les choses sont traitées dans ces grands principes, les récits bibliques qui finalement nous montrent, nous font approcher peut-être de réalités que nous connaissons. Et puis donc, peut-être comme troisième point, je voudrais revenir sur un certain nombre de la réalité de la circulation des humains sur notre planète. D'abord, en termes de chiffres, alors, on dit qu'il y aurait 258 millions de migrants dans le monde en 2017. Le chiffre peut paraître gigantesque, mais il correspond à en gros 3,4% de la population mondiale, donc finalement pas aussi important proportionnellement. Ça veut dire qu'en gros 96, si je fais bien ma soustraction, 96,6% des personnes restent
chez elles et ne migrent pas. Mais ce qu'il faut entendre aussi, c'est que la majorité des migrants vivent dans le continent de leur naissance. C'est-à-dire que les migrations sont d'abord des migrations de proximité. Et on a tous eu conscience, par exemple, de la situation du Liban ou de la Jordanie qui, au moment, et encore aujourd'hui, de la guerre en Syrie, recevait des millions de Syriens et qui devenaient donc une proportion absolument considérable de la population de ces pays. 258 millions de migrants en 2017, en 2018, 1,4 milliard de touristes dans le monde. Donc il y a les circulations heureuses et les circulations, je ne sais pas comment dire, j'arrive pas à me relire, j'ai marqué oblique, ça doit pas être ça. Obligé, les circulations obligées, nécessaires, malheureuses. Une autre réalité, c'est celle de l'économie. J'ai été frappé de voir récemment là, un certain nombre de chiffres sur les migrants en France qui constituent 32% des employés de maison, 28% des employés de gardiennage et de sécurité, ce qui veut dire que finalement on ne veut pas faire entrer souvent dans le pays, mais on fait entrer dans notre intimité, dans nos maisons, et on confie aux migrants de garder nos biens personnels ou collectifs. Et puis j'ai vu d'autres chiffres qui sur la question finalement de l'apport de richesse économique et de créativité. Vous savez que les migrants en France sont les plus gros créateurs d'activités économiques, du nombre d'entreprises. D'ailleurs parce que quelquefois ils ne trouvent pas de la place dans ce qu'ils ne créent pas. Donc finalement ils sont obligés de devenir créateurs. Mais peut-être peut-on aussi se rappeler que finalement ce sont des Turcs immigrés en Allemagne qui ont permis la découverte des vaccins pour le Covid. Et on raconte qu'aux États-Unis, en 2011, 56% des doctorats en sciences de l'ingénieur, 51% des doctorats en informatique et 44% des doctorats en physique étaient délivrés à des immigrés. Pardon ? Très largement asiatiques. Et puis bon, dernier point, vous savez qu'il y a eu il y a toujours eu un débat sur la question du coût ou de la charge des migrants pour notre économie. Et bon, les débats ont finalement amené à dire qu'il y avait plutôt un bénéfice. Et puis peut-être peut-on parler aussi des réalités religieuses. Finalement, les migrations ont été, en tout cas pour nos pays d'Europe, l'occasion d'un renouvellement de la vie des églises. Si un certain nombre de nos églises sont plus vivantes, et peut-être en particulier les églises évangéliques, c'est parce que elles ont accueilli des migrants. Le pape François disait récemment « Les migrants sont une bénédiction pour les églises en Europe ». Et puis, peut-être en parlant des réalités religieuses, si les migrations nous ont fait perdre finalement une sorte d'évidence une sorte d'évidence du christianisme, de la chrétienté, ils nous ont aussi poussé à approfondir notre propre foi dans la rencontre avec d'autres religions. Alors vous vous êtes aperçu que je n'ai pas abordé un tas de questions, mais en conclusion, je voudrais revenir à la question quel espace et quelle circulation pour chacun sur notre planète et revenir aux définitions. J'ai cherché les définitions de l'espace. Alors espace, il paraît, alors vous avez dû en parler ici, mais en tout cas dans mon dictionnaire à moi que j'ai consulté, on dit que espace, ça vient de spatium, qui était le champ de course, l'arène et le terrain de lutte dans l'Antiquité romaine. Donc effectivement, peut-être un lieu de lutte et qui, alors en pensant à l'usage qui a été fait par l'Allemagne nazie de la notion d'espace vital, on pourrait se dire finalement est-ce que l'espace est, comment dirais-je, un lieu de lutte et de guerre. Mais pour moi, donc, l'espace, notre horizon, ça devrait être l'espace fini d'une terre commune. Et je dis parce que l'espace fini d'une terre commune, je le dis aussi en contraste avec cette espèce de rêve que portent certains milliardaires américains qui nous font miroiter que l'espace serait un lieu où nous pourrions aller circuler facilement et qui remplacerait cet espace commun sur lequel nous sommes tous. Ça n'est pas possible. Notre espace
commun, c'est celui d'une terre finie mais commune. Alors le terme circulation, circulation ça fait propagation, diffusion, mais aussi circulation, ça veut dire, ça peut vouloir dire mouvement circulaire. La circulation est un mouvement d'échange, mais permet aussi de revenir à soi changé. Et donc il n'y a pas de contradiction nécessaire entre la circulation, l'identité et la construction d'un avenir. Mais je voudrais m'arrêter sur un terme que je n'ai pas employé, qui n'était pas dans le titre de cette intervention, et que nous entendons employer de plus en plus aujourd'hui, c'est le terme de territoire. Vous avez entendu, maintenant on dit les responsables du territoire, notre territoire, alors les régions sont des territoires, les communes sont des territoires, les départements sont des territoires. Maintenant, ça ne sont plus des collectivités, d'ailleurs c'est assez significatif, ce ne sont plus des collectivités territoriales, donc des lieux où sont assemblées des personnes, ce sont des territoires avec leurs frontières. Et donc d'ailleurs le dictionnaire culturel de la langue française dit étendue de la surface terrestre sur laquelle vit un groupe humain. Et donc pour moi la question finale c'est quel est le territoire où nous voulons vivre? Quel groupe humain est le nôtre? Quel territoire nous reconnaissons comme le nôtre? Quel est le groupe humain que nous reconnaissons comme le nôtre? Et il me semble qu'un monothéisme, comme le christianisme, ne peut supposer qu'une seule humanité et donc un territoire commun sur lequel nous sommes en droit de circuler. Donc ça, c'est, comment dirais-je, le message dont nous sommes porteurs. Après, il y a les règles des États et l'influence que nous pouvons avoir sur les règles des États.